François Hirsch, INSERM. Donc on nous a dit bientôt qu'on allait voir, arriver des projets de recherche biomédicale sur l'embryon. J'ai compris que ça n'allait pas être le cas. Par contre, vous avez mentionné que le soin courant pourrait être quand même revu par les CPP. Le soin courant dans le cadre de la recherche sur l'embryon. D'abord, est-ce que pour vous, il y a des recherches qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le soin courant Non, c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Donc oui, après, il y a le dispositif est réglé par les... par les dispositifs spécifiques des principes de la recherche biomédicale. Il y a effectivement un allègement, mais il y a quand même un CPP. Hein. Ouais. Mais oui. Et l'autre aspect, c'est par exemple, une équipe arrive avec un dispositif médical qui est adapté justement à la recherche de l'embryon. On peut le regarder ou on dit non. Qu'est-ce que c'est un dispositif ? Pas un dispositif médical, c'est un produit de santé qui rentre dans certaines catégories avec la labellisation CE, et puis il peut passer effectivement en essai, en études cliniques. Si vous ne rentrez pas dans les deux catégories, vous pouvez faire votre recherche peut-être, mais en tout cas, si vous avez l'intention de continuer cette recherche jusqu'à un transfert d'embryon, s'il y a quelque chose d'innovant, puisque vous dites que c'est un dispositif... Je regarde avec l'œil du comité de protection de personnes, pas du chercheur. Oui, mais quand ce type de dossier nous arrive, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour moi, ce dispositif ne rentre pas dans le cadre réglementaire. Voilà. Il y a une question de principe, une question de choix fondamentale, où on considère qu'il y a des questions spécifiques inhérentes à l'embryon. Peut-être pour certaines des raisons qui étaient avancées par Bernard Becchi. Et à ce moment-là, on veut créer un dispositif spécifique d'évaluation scientifique et éthique des projets de recherche. Et il semble que ça a été la volonté du législateur français en créant ce dispositif, avec notamment l'intervention de l'Agence de la biomédecine, etc. Et à ce moment-là, on peut se dire, si l'embryon obéit à des critères spécifiques, on peut imaginer un système spécifique à l'embryon. Ou alors, il n'y a pas de questions spécifiques, et on intègre l'embryon à tout le dispositif de la recherche biomédicale en général, dispositif qui permet de faire des recherches fondamentales, des recherches précliniques, des recherches cliniques, des recherches des personnes vivantes. La recherche biomédicale, c'est des évaluations de médicaments, c'est toute une série de choses qui se font sur des personnes et qui ne sont pas jetées, qui sont des personnes vivantes. Mais qui permet aussi de faire des recherches sur des personnes décédées. Le dispositif de la recherche biomédicale autorise des protocoles de recherche avec des prélèvements faits chez des personnes décédées. Donc, on pourrait imaginer que les embryons qui n'ont plus de projet parental soient assimilés à ces personnes décédées. Et donc, on ne fait pas de régime spécifique et on intègre totalement l'embryon au dispositif général. La difficulté dans laquelle nous sommes, c'est qu'on essaye de faire les deux à la fois. Et qu'on ne sait pas très bien qui fait quoi et comment. Et c'est un imbroglio extraordinaire auquel on est arrivé aujourd'hui. Et notamment par le fait que, dans ce qui est prévu dans le décret de février 2015 et dans d'autres textes, c'est qu'il y a en fait 2 ou 3 systèmes différents d'évaluation des projets, selon qu'il s'agisse de ceci ou de cela, avec aussi des organismes différents qui sont chargés d'évaluer, comme d'un côté l'Agence de la biomédecine, et d'un autre côté l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est l'organisme auprès duquel les chercheurs doivent s'adresser quand ils veulent faire un type de recherche sur l'embryon. La NSM, qui n'a pas beaucoup d'expertise d'ailleurs en matière d'embryon. Mais bon, donc on est face à une situation complexe. Je crois qu'il y a un choix fondamental à faire, où on considère que l'embryon, pour un certain nombre de raisons historiques, idéologiques, politiques, mérite d'être traité de manière spécifique. Et donc donnons tous les moyens pour que ça se fasse. Où on intègre totalement l'embryon dans le dispositif de la recherche biomédicale. Et à ce moment-là, il faut arrêter de faire intervenir l'Agence de la biomédecine dans le problème, puisque l'Agence de la biomédecine n'a rien à voir avec ça. L'Agence de la biomédecine ne donne des autorisations de recherche que sur l'embryon. L'Agence de la biomédecine, qui a aussi dans son, domaine d'expertise les greffes d'organes, le prélèvement des greffes d'organes, n'est pas une agence qui donne des autorisations de recherche à la greffe d'organes. Non, ça ne vient pas à ce niveau-là. Donc je crois qu'il y a vraiment une ambiguïté, comme ça a été très bien souligné par Laurence Brunet, et la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'on a l'impression
que les responsables, quels qu'ils soient, n'ont pas réussi à faire ce choix, qu'il y a eu des évolutions de comportement au cours des 20 dernières années qui font qu'aujourd'hui, comme l'a très bien dit Laurence Brunet, c'est pire qu'avant. Ou au moins c'était clair, tout était interdit. Donc là, il n'y a pas de problème. Je me suis posé la question pourquoi les premières lignées embryonnaires sont venues du Tectum de Haïfa et pourquoi en Israël on est une situation totalement opposée. J'ai discuté avec des religieux auxquels je collabore parfois et en fin de compte leur définition elle n'est pas à quel moment l'âme arrive, c'est le statut au moment de la Genèse. Quand est-ce que l'homme a été créé? Et durant l'histoire de la Genèse que vous pouvez lire, vous pouvez réaliser que le Créateur s'est arrêté de travailler alors que le travail n'était pas fini. Et donc on en revient à la théorie de Jonas, c'est que c'est l'homme qui est responsable pour achever le métier. Et donc c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, que dans la loi religieuse juive, on peut intervenir sur l'embryon parce que c'est un produit non fini. Je crois que c'est un concept intéressant et ça a permis qu'en Israël, vous pouvez faire beaucoup de lignées et je pense que même en France, on utilise des lignées qui ont été faites en Israël, me semble-t-il. Donc c'est un comble, c'est la politique de l'autruche. On n'a pas le droit de faire, mais on a le droit de faire par les autres. C'est le paradoxe de la politique de l'autruche française. Je vous remercie. Moi, simplement, je me suis mis dans la tradition, disons, européenne, occidentale, chrétienne. Mais c'est clair qu'il y a d'autres traditions. Là, vous citez la tradition juive. On pourrait penser aussi aux traditions orientales. En Chine, ils ont une autre façon d'approcher ces questions-là, avec lesquelles, si on veut avoir des législations alors internationales auxquelles on essaie de tendre, avec lesquelles il faudra bien arriver à entrer en dialogue et à se mettre d'accord avec eux. Quand un chercheur dépose en France un dossier de recherche sur l'embryon, il peut être autorisé aujourd'hui, enfin en 2015, je veux dire. Donc je pense que peut-être il faudrait clarifier cette notion entre études dans l'ancienne législation et recherche. Mais on peut actuellement en France aujourd'hui faire des recherches sur l'embryon. Les dossiers dont j'ai parlé peuvent être autorisés par l'Agence de la biomédecine. Il n'y a pas à l'heure actuelle. Donc je pense que peut-être Thomas pourrait rappeler justement cette distinction, parce que je pense qu'on peut aujourd'hui faire des recherches sur l'embryon, à condition qu'elles soient autorisées par... Mais des études, c'est autre chose. Thomas Van Den Heuvel, à la direction juridique de l'Agence de la biomédecine. Effectivement, aujourd'hui, on peut faire de la recherche scientifique sur l'embryon, parce qu'en fait, la grosse distinction, et c'est peut-être ça l'ambiguïté qu'on n'arrive aujourd'hui pas à distinguer, c'est la différence entre les essais cliniques d'une part, sur l'AMP, enfin sur l'embryon dans le cadre de l'amélioration d'une technique d'AMP par exemple, et la recherche scientifique sur l'embryon. La recherche scientifique sur l'embryon est aujourd'hui possible sur le fondement de l'article L2151.5 qui existe depuis 2004, qui était revu en 2011 puis en 2013. C'est autorisé par l'Agence de la biomédecine avec un certain nombre de conditions, et c'est les dossiers dont on parlait ce matin qui peuvent apparaître effectivement assez complexes puisqu'il y a un certain nombre de conditions à respecter. Et à côté de ça, le législateur en 2011 a recréé un régime d'études sur l'embryon qui existait un petit peu en 1994, qui était un régime observationnel qui grosso modo se résumait à pouvoir regarder un embryon sous le microscope sans rien pouvoir en faire, qui avait été annulé en 2004 et qui a été recréé en 2011 avec, par le biais des renvois, cette impossibilité de transférer aux fins de gestation. En 2013, le législateur a décidé de supprimer ce régime d'études sur l'embryon, puisque finalement, entre 2011 et 2013, il n'y a eu que 2 autorisations d'études sur l'embryon qui ont été autorisées. Et l'objectif du législateur, c'était de le rattacher ces essais, enfin ces études sur l'embryon qui en fait sont des essais, des recherches dans le cadre d'une AMP, au dispositif qui existe depuis très très longtemps et qui est quand même assez protecteur, qui est celui des recherches biomédicales, dont les sujets de la recherche n'étaient non pas l'embryon, mais les couples qui intervenaient dans le cadre d'un projet parental, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Et c'est ce qui a été envisagé avec l'introduction d'une disposition dans le projet de loi de santé qui n'a pas été effectivement repris par le Sénat. Mais c'était ça l'intention du législateur en 2013 et là aujourd'hui. Donc c'est d'un côté essai clinique, ce qui n'est aujourd'hui pas possible, on est bien d'accord, et recherche scientifique entre guillemets sur l'embryon qui est
autorisé par l'Agence de la biomédecine et qui est aujourd'hui possible. Et juste un tout petit bémol peut-être. Effectivement, les recherches biomédicales qui sont autorisées par l'ANSM sont possibles sur des personnes décédées, sur tout un tas de sujets de recherche, mais c'est des personnes qui sont en état de mort encéphalique, alors que les recherches scientifiques sur des personnes décédées, vraiment décédées, c'est le don du corps à la science et c'est un autre régime encore. Donc, de toute façon, voilà. Vous dites que les recherches scientifiques sur l'embryon sont possibles et qu'elles sont autorisées par l'Agence de la biomédecine. Les recherches scientifiques sont aussi possibles sur l'être humain à tous les âges de la vie. On n'a pas eu besoin pour ça de demander à l'Agence de la biomédecine de les autoriser. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un régime qui organise la recherche biomédicale en général. Hein, et pourquoi a-t-on éprouvé le besoin de faire un régime spécial pour l'embryon? Parce qu'il pose peut-être des problèmes spéciaux. Et c'est dans ce sens-là que de dire, quand il s'agit de recherche clinique, ce n'est pas une recherche sur les embryons, c'est une recherche sur les couples qui font une AMP. C'est, je dirais, d'un point de vue à la fois médical, scientifique et éthique, une conception qui peut, au minimum, se discuter. J'ajouterai un point que vous connaissez très bien. Je crois parce qu'il ne faut quand même pas dire aujourd'hui la recherche scientifique c'est possible, ça marche bien, l'agence autorise, etc. Quand on lit la presse, il n'y a pas beaucoup d'articles dessus, mais quand on lit la presse, on se rend compte que de plus en plus aujourd'hui, chaque fois que l'agence de la médecine donne une autorisation de recherche, cette autorisation de recherche est attaquée au tribunal, contestée devant les tribunaux, et que quelquefois ces autorisations sont supprimées. Autant que je sache, ce n'est pas le problème de la recherche biomédicale en général. Pour tout le reste de la recherche biomédicale, on ne voit pas de tels comportements de certains organismes qui cherchent à faire annuler les autorisations de recherche. Donc on est là vraiment dans un problème particulier, et dire que la recherche scientifique sur les embryons, c'est possible, ça marche bien, etc., à écouter les chercheurs tels que nous les avons écoutés, je crois qu'on peut se dire que c'est peut-être pas tout à fait cette situation-là. Moi, je voudrais répondre. Quand on vous entend, je ne sais pas votre prénom ni votre nom, monsieur qui venait de me répondre, c'est clair. Vous dites la recherche sur l'embryon des activités biologiques est autorisée. Ces recherches sont autorisées. Les recherches cliniques, non. Voilà. Là, comme moi, quand je lis le texte, d'abord, c'est pas du tout écrit comme ça. Donc, c'est quand même embêtant qu'on soit obligé de vous écouter pour comprendre la loi. Moi, je trouve quand même que la loi doit se comprendre sans qu'il y ait besoin d'un interprète, parce que moi, quand je lis l'article R 1125-14, je ne comprends pas du tout ça. Le premier alinéa me dit que ces recherches portent sur les activités cliniques et biologiques. Donc je comprends, très bien, les activités cliniques sont autorisées. Je lis le second alinéa, je recherche 40 pages plus haut, puis ça me renvoie encore 200 pages en avant. Et là, je vois qu'en fait, le champ est tellement limité d'activités cliniques qu'on arrive à votre conclusion. Je suis contente que vous le disiez, les activités de recherche clinique en AMP ne sont pas autorisées. C'est quand même... Oui, bien sûr, mais on a vu ce matin que si on voulait vraiment progresser en la matière, on était quand même dans l'interventionnel le plus souvent. Je ne sais pas, lorsqu'on travaille sur les recherches sur le métabolisme, par exemple, c'est pas interventionnel ça. Voilà. Enfin, moi, je pourrais chipoter, parce que franchement, ce que j'ai entendu ce matin, vous dites ça, Madame Rive, mais moi, il me semble que quand le législateur dit ça ne doit pas porter atteinte, il me semble que si on change le milieu dans lequel l'embryon évolue, pour moi, c'est interventionnel. La question qui a été donc soulevée à plusieurs reprises ce matin et à nouveau par Laure Coulombelle tout à l'heure, c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'autorisations qui ont été délivrées demandées et délivrées en France pour travailler sur l'embryon humain. Bon, certainement que les raisons sont multiples, mais il y en a une sur laquelle finalement on est en train de discuter, qui est celle de dire simplement que le champ des possibles est très faible. Et qu'il y a cette fameuse phrase dans la loi dont qui en essence dit qu'il est interdit de faire des chimères avec les embryons humains et des cellules, et puis de modifier le génome humain. Dès qu'on s'intéresse, comme je le fais, au contrôle génétique du développement embryonnaire, c'est un frein, c'est une restriction majeure à tout projet de recherche. Et j'en veux pour preuve que finalement, nous au laboratoire, on a développé toute la technologie de production des embryons chez le singe Rhésus pour pouvoir faire justement ce qu'on ne peut pas faire chez l'homme. Et si j'avais accès à les embryons humains pour faire des chimères humaines, des chimères d'embryons cellules humaines,
je serais ravi de pouvoir utiliser des milliers d'embryons humains qui sont disponibles dans l'azote liquide. Donc pour moi, la première raison, elle est là, c'est que le champ des possibles est extrêmement tout petit. On a parlé philosophie, on a parlé législation. J'ai l'impression effectivement qu'on a besoin de clarté et finalement de dire que si on s'appuie sur le fait que le devenir de l'embryon est lié au regard qu'on lui porte et donc au projet parental existant ou non, qui est quand même le point fondamental, car il ne s'agit pas, on n'intervient pas de la même façon s'il y a un projet parental ou non, donc sur le plan déjà de la réflexion. Et sur le plan législatif, j'ai l'impression que c'est ça qu'on devrait préciser plutôt que études, recherches cliniques, pas cliniques, scientifiques, c'est de savoir est-ce que le projet vise un transfert embryonnaire, donc il rentre dans ce cadre-là, il faut qu'il soit nommé comme cela, ou bien est-ce que c'est une recherche qui n'aboutit à aucun transfert pour des raisons scientifiques ou autres, je dirais, qu'on pourrait débattre. Et à ce moment-là, ça clarifie au lieu de se chasser-croiser depuis 15 ans, 20 ans. Je veux dire, c'est incroyable. Je crois que la réticence du droit, elle est exactement là où vous la pointez. C'est l'impossibilité de donner une définition de l'embryon peut-être plus générale, parce que la définition de la protection de l'embryon liée au regard, moi j'appelle ça le projet parental, on peut la décliner partout et ça pourrait très bien fonctionner. Ça nous permettrait tout à fait d'accepter le dispositif actuel sur l'interruption volontaire de grossesse. Ça ne poserait aucun problème. Ce qui cloche, c'est le droit pénal. C'est les affaires dont vous vous souvenez il y a une quinzaine d'années, quand une femme enceinte, il y avait un chauffard l'avait renversée et on se demandait s'il y avait un homicide contre, en plus des coups et blessures sur la femme, est-ce qu'il y avait un homicide à l'encontre de l'embryon puisque cet enfant était né mort-né. Et là, ça a complètement coincé. C'est-à-dire qu'on a considéré que ça n'était pas une personne, cet embryon, alors même qu'il était plus qu'investi par un projet parental. Donc, quand on réfléchit au droit, comme quelquefois le droit essaie d'être cohérent, quelquefois, il y a tous ces différents pans différentes catégories du droit où les définitions peuvent se heurter les unes les autres. Et pour l'instant, on en est à cette espèce d'impasse. Oui, c'est vrai, mais juste, on est quand même sur l'embryon in vitro. Non, mais je veux dire, là, on parle de ça. Est-ce que vous voulez avoir une définition de l'embryon que in vitro? C'est difficile socialement de tenir. Maybe I can explain the situation in Belgium. The Federal Committee on the Embryo in Vitro is really, as you say, on the embryo in vitro. So if you do research, basic science on the embryo in vitro, you do not transfer it. This is really in the law. This is research on the embryo. If you do clinical research, then there is an agreement that then the research is on the human being, and that is another authority. So if we do research on the embryo, we ask authorization to the Federal Committee for Research on Embryos, and if we do research on clinical research, we don't go to that committee. We just go for the local committee, and that's it. Now, I have to add to that, if we would have to do gene editing, for instance, if you would do that for research, just for research, and not transfer the embryo, we would go for the Federal Committee for the Embryo. If you would transfer that embryo, we would go to another committee. So it's totally different, but we would probably get permission to do that. The problem is to know what the limit between the kind of research and to have different bodies to evaluate the protocols and to, with different expertise, to be able to appreciate the scientific and ethical questions related to the research. When we have been hearing a researcher in the Comité d'éthique, we understood that you may have a scientific project on the embryo, and which is a scientific project. But according to the result of the research, you may individualize embryo which could be transferred. So this is a difficulty because you are starting your project with embryo which should not be transferred because of quality, and then because you make the research, then you can get information to transfer this embryo. So to separate completely
both kind of research is sometimes quite difficult. And in the ethical committee, we thought it should be better if we had one organism with all the necessary scientific and ethical expertise to evaluate all the protocols and to try to get the good way to proceed and to make the research. Je voulais dire deux choses. La première, pour compléter ce que vient de dire Pierre, je crois qu'effectivement, souvent, des fois, les limites sont difficiles et on se posait la question. Et au fond, ça m'amuse parce que ça me rappelle les discussions qu'on a au comité d'éthique chez nous à Lyon, où c'est protocole observationnel ou interventionnel. Et des fois, la limite n'est pas claire du tout. Et là, effectivement, si par exemple on va augmenter la teneur en CO2 ou en O2 d'1%, est-ce qu'on est dans l'interventionnel? Est-ce qu'on n'essaye pas? Voilà, c'est ça qui est compliqué. Et ça, je pense qu'effectivement, moi j'imagine bien, et on fait partie aussi d'un CPP, que régulièrement les CPP se déclareraient incompétents. Et je pense qu'il vaut quand même mieux une agence qui a les compétences indiscutablement et qui s'entoure d'experts. La deuxième chose que je voulais dire, c'est pour continuer ce qu'a dit Pierre Savatier, ce qui est difficile ayant participé à des projets de recherche, c'est qu'effectivement, ça va peut-être faire le lien avec la discussion qui va suivre, on est quand même assez limité souvent dans nos expérimentations, dans nos protocoles, par le fait qu'il manque un troisième élément, c'est des embryons qui seraient donnés à la recherche, par exemple, sans être congelés. Donc ça, c'est pas possible. Et là, on revient aux embryons créés pour la recherche. Dans le dernier papier qu'on a passé, on a fini par le passer dans Human Reproduction, mais on avait fait des études comparatives entre des embryons, ce qu'on appelle les discarded embryos, des embryons de mauvaise qualité qui n'évoluent pas, qu'on ne congèle pas, et les embryons congelés donnés par des géniteurs qui n'avaient plus de projet parental. Et on nous demandait le vrai témoin, parce qu'on nous disait peut-être que la congélation a influencé vos résultats. C'était pas idiot. Et le référé ne voulait pas comprendre, enfin, il s'abstinait en disant s'il n'y a pas ce troisième groupe, c'est pas possible. Alors je donne cet exemple, mais je pense que beaucoup ont les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que c'est difficile, les protocoles, parce qu'il manque souvent cet élément d'embryon qui serait complètement constitué pour la recherche ou qui pourrait être donné sans être congelé, mais ça, c'est pas possible. Je pense que ça limite aussi, c'est un des facteurs limitants qu'il faut pas négliger. Il n'y a pas que le côté législatif qui, c'est vrai, est compliqué.